Bienvenue dans ce C'est pas tous les jours dimanche numéro 69. Bonjour Emmanuel Pratt. Bonjour. Bonjour Michel Henrion. Bonjour Bonjour Christophe. Alain Raviard. Quant à Christophe Giltet, il est à Paris pour la manifestation de cet après-midi en faveur de François Fillon. Nous le rejoindrons en direct dans quelques minutes pour débattre de cette plus incroyable campagne électorale de tous les temps dans l'Hexagone. Mais nous plongeons déjà au cœur de l'actualité en Belgique. Le terrorisme est à nouveau à l'avant-plan chez nous et pas un peu. Jeudi, un individu est arrêté à Saint-Gilles, dans la région bruxelloise, avec dans le coffre 2 bonbonnes de gaz. L'homme est interpellé parce qu'il brûle un feu rouge près de la porte de Halle. Quand on nous déclare qu'il n'y a rien dans le coffre et que le véhicule, etc., n'est pas immatriculé de façon correcte et qu'il y a des indices qui nous font croire qu'il n'y a rien et qu'on ouvre et qu'on voit des bonbonnes de gaz et des fils, là je regrette, mais on n'a aucun risque à prendre. L'homme sera finalement relâché. Les bonbonnes de gaz étaient bel et bien destinées à un usage domestique, semble-t-il. Mais cette affaire laisse entrevoir une réalité inquiétante. 70 personnes condamnées pour terrorisme en Belgique ont été récemment relâchées après avoir purgé leur peine. C'était donc aussi le cas du monsieur aux bonbonnes. Cette affaire nous permet au moins une chose positive, Claude Modiquet, c'est de vous recevoir à nouveau dans cette émission. Bonjour Claude. Alors, il y avait vraiment péril dans la demeure. On a bloqué toute la ville, jeudi soir, toute la capitale. Est-ce qu'il y avait de quoi, Claude? L'enquête a prouvé que non, mais disons que le début de l'incident était quand même assez troublant. On est en face d'un garçon qui est un bon client, comme disent les policiers. Il essaie d'échapper au contrôle, il prétend que son coffre est vide, il refuse de l'ouvrir, il circule apparemment avec de fausses plaques et il est fiché ancien détenu et condamné à 5 ans dans l'affaire de terrorisme. 5 ans avec sursis. Avec sursis, mais enfin condamné à 5 ans. Il a essayé 2 fois d'aller en Syrie. Absolument, absolument. Donc c'était vraiment un bon client. Je pense que la police a réagi comme il le fallait. Et du reste, l'affaire a pris 24 heures, donc moins de 24 heures à être résolue. Alors oui, vous l'avez dit, l'homme aux bonbonnes, carleur de son état, a brûlé un feu rouge. Il n'a pas collaboré avec les forces de l'ordre. Que faisaient ces bonbonnes de gaz dans sa camionnette? Voici la version de son avocate, Tsede Negede. Une interview document de Nathan Squares. Il ne peut pas utiliser le gaz de son immeuble parce que ce n'est pas du tout conforme à la réglementation et donc il doit utiliser des bonbonnes de gaz pour alimenter sa cuisinière. Et donc il le fait et à un moment donné sa femme lui dit qu'elle en a marre de ces bonbonnes de gaz et donc ils achètent une taque électrique. Donc il met ces bonbonnes de gaz dans sa voiture et il oublie. Pourquoi est-ce qu'il brûle ce feu rouge? Effectivement, son véhicule a un problème de surchauffe. Et donc, il nous a expliqué, il a expliqué également aux inspecteurs que le fait de rouler aidait à refroidir son véhicule. Et donc, à l'arrêt, le moteur surchauffe. Et donc, il a dû avancer et malheureusement, il a brûlé ce feu rouge. Maintenant, il est totalement en aveu quant à cette infraction et il s'en expliquera au tribunal de police. Il refuse quand même d'ouvrir le coffre, c'est ce qui a été dit. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le coffre a effectivement un problème de verrouillage. Il n'arrive pas à ouvrir le coffre depuis quelque temps maintenant. D'ailleurs, la porte conducteur est également verrouillée. Donc, à chaque fois qu'il veut rentrer pour conduire son véhicule, il doit rentrer par la porte passager. Donc, c'est tout le véhicule qui est défaillant. Ce n'est pas du tout de la mauvaise volonté. Au contraire, il aurait ouvert le coffre sans aucun souci s'il avait pu le faire. Il n'a plus aucun contact avec les personnes qui sont dans la filière terroriste en ce moment. Plus du tout. Du tout. Une avocate qui a réponse à tout, Emmanuel, mais je vous ai vu réagir pendant l'interview. Oui, j'ai souri. C'est honte à moi, j'ai souri. Non, mais voilà, c'est le rôle après de la personne de se défendre comme elle peut. Le coup de je continue à rouler parce que ma voiture a un problème de surchauffe et du coup je brûle les feux rouges. J'ai envie. Rouge, oui, Oui, A ou D, on s'en fout. Ça me fait sourire. Maintenant, il y a une explication pour les portes. Il faut voir dans le PV si effectivement il a refusé et il a expliqué pour quelles raisons il a refusé d'ouvrir. Si c'est effectivement parce que les portes ont un problème, ça n'explique quand même pas tout. Bon, je veux bien, il y a une explication à tout, mais le bonhomme, il est quand même pas tout. C'est pas un ange. Donc les 5 ans avec sursis, c'est quand même dans l'affaire Lachraoui. C'est quand même donc les kamikazes de Zaventem. Donc c'est quand même pas un enfant de cœur. Alors maintenant, peut-être qu'il est nickel. Moi, la question que je me pose, c'est dommage qu'il n'y ait personne pour y répondre, c'est qu'à l'époque, il était enseignant dans une école bruxelloise. J'aimerais savoir s'il est toujours enseignant. Il est carleur, semble-t-il, et il aurait peut-être d'ailleurs perdu son emploi à cause de cette affaire. À l'époque du procès, il était enseignant. Ouais. Voilà. Donc à l'époque où il rêvait d'aller en Syrie,
Ah ben, il était enseignant. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'éventuellement, il faisait de la retape? Je m'interroge, c'est tout. Je m'interroge, j'ai pas d'avis spécifique. C'est dommage qu'il n'y ait personne pour nous répondre. Ouais, c'est le grand retour du terrorisme, en tout cas avec Catherine Deboll, la chef de la police, qui ici même dit la semaine dernière, la menace, elle est toujours lourde, elle est importante. Votre réaction, Michel, Alain? La police a peur aussi, oui, ça fait partie du climat. Mais je trouve que c'est une question où il y a pas c'est une question impossible, parce que c'est la quadrature du cercle. La question, c'est comment est-ce qu'on peut être prudent tout en restant raisonnable. Parce que, est-ce que le principe de précaution postule toujours un tel rituel dramatique comme celui dont on a assisté cette semaine? Évidemment que les policiers de Saint-Gilles ont eu raison de s'intéresser très fortement au personnage qui était radicalisé, donc il faut effectivement un contrôle approfondi. Est-ce que le principe de précaution nécessitait un tel déploiement de moyens, de bloquer toute la ville, un tel barnum, et ça ne dépasse pas le principe de précaution. C'est des bonbons de gaz. Je veux dire, ce que je veux dire, Emmanuel, deux bonbons des bonbons de gaz. oui, mais donc ça méritait d'être vérifié. Apparemment, effectivement, oui, le bonhomme se chauffait, cuisinait effectivement avec une cuisinière au gaz. On verra ce qui se passe le jour où il devra renouveler sa bonbonne. Et s'il est de nouveau contrôlé. Mais il y a des effets parfois pervers dans le principe de précaution. Il y a eu effectivement des centaines de fausses alertes depuis les attentats de l'année dernière. Et heureusement, autant a débouché sur une véritable situation difficile. Mais ça part de tout. Si Madame Chapeau oublie des ananas qu'elle a achetés au supermarché dans un sac en plastique... Il faut faire un peu plus attention. Eh bien, il faut vérifier juste au moment où on découvre que Madame Chapeau, elle voulait simplement faire... Ici, effectivement, comme dit Emmanuel, il y avait de quoi. Il y a une infraction. Alors, je le juste dis, quand même... Oui, tout à fait. Les policiers ont bien fait de vérifier, mais est-ce que le principe de précaution nécessitait un tel barnum? C'est des bombes. Juste dire quand même que si... Que Madame Chapeau a été condamnée à 5 ans dans l'affaire de terrorisme, est une amie de l'Ashraoui et a connu dans le réseau Zerkani, Abaoud et 3 autres membres des attentats des cellules du 13 novembre. Et on peut s'amender, Claude, parce que son avocate dit qu'il a plus de contact avec ses... C'est tout à fait possible. réseaux. Je ne me prononcerai pas sur le fond. Il y a une vérité judiciaire. Il dit que c'est possible. Mais je pense que c'est pas un barnum. Je pense que dans la situation dans laquelle se trouvait s'est commise cette série d'infractions, la police n'avait pas d'autre choix. Après, c'est un peu le cirque médiatique qui s'enclenche. C'est une autre affaire. Mais la police et la justice ont agi comme elles le doivent. Emmanuel et puis Alain. Oui, juste 2 choses. À partir du moment où il a été condamné avec sursis, s'il est condamné maintenant par le tribunal de police pour le fait qu'il ait voulu fuir et pas obtempérer à la police, son sursis pourrait sauter également. Et moi, ce qui vraiment m'interpelle ici, c'est qu'on a quand même une personne qui a été condamnée pour radicalisme et qui, visiblement, il n'y a peut-être pas de suivi. Or, on avait dit qu'on aurait un suivi de ces radicalisés. Donc, quid? Est-ce qu'on les suit? Une septantaine de personnes qui, effectivement, est-ce qu'on les suit réellement de ou Standard. pas? Oui, 70 personnes. Vous êtes inquiet, Alain? Bien sûr, et suite à la visite de Madame Deboll sur ce plateau, certainement, et c'est pas nécessairement malsain non plus. Enfin, je pense qu'on a un devoir de lucidité. Je pense que l'opération, elle a été bien menée et rapidement, comme l'a dit Claude. Mais ce qui est beaucoup plus intriguant sur le fond, c'est le déroulement de la semaine. Ça a commencé avec Madame Deboll qui crie, je suis désolé, elle l'a fait de manière assez diplomatique, mais elle crie au secours, on n'a plus les moyens. Ici même, elle l'a fait. Elle l'a fait, moins 8% dans le budget. Alors, l'antiterro, ça se passe plus ou moins bien, il y a les moyens qui ont été débloqués, mais ce qui se passe, c'est que les autres services ne fonctionnent plus optimalement, notamment par rapport aux stupes. Et là, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien au dispositif. Pourquoi? Parce que quand vous entendez, par exemple, la bourgmestre de Molenbeek, Françoise Schiepmans, quand vous entendez le ministre de l'Intérieur sur le plan canal, c'est quoi l'idée? C'est qu'à un moment, on voit aussi que le petit banditisme fait que il faut investiguer là-dedans parce que les petits banditismes amènent aussi le terrorisme. Et on voit qu'il y a un pan de la sécurité qui n'est plus assuré. Quand vous voyez qu'on passe, je ne sais plus, sur Stalier, je crois, de 20 hommes à 8, il y a un problème. Et donc, oui, je suis inquiet parce que je pense que le dispositif policier aujourd'hui n'est peut-être pas assuré par ce gouvernement actuel. Et quand vous voyez que la locale, il manque, je crois, encore peu ou prou 1000 agents à Bruxelles, ça, c'est très, très inquiétant. Claude, pour revenir sur ce que Mme Deboll nous a dit la semaine dernière, elle nous dit, voilà, il y a une menace importante. Elle dit d'ailleurs aux Belges, si vous voyez quelque chose, donnez l'alerte, ce qui montre bien qu'effectivement, la police a besoin de chacun des Belges. C'est quoi la menace? Elle parle beaucoup des gens qui reviennent de Syrie. C'est plutôt ces gens-là, plutôt
que des gens qui comme Majid A, la personne dont on vient de parler, a été condamné et puis finalement est relâché? Non, je crois que la menace immédiate, ce ne sont pas les gens qui reviennent de Syrie, parce que le flux de retour, c'est quand même fortement tari du fait de la perte de contact de l'État islamique avec les frontières turques. Ils n'ont plus de frontières avec la Turquie, Voilà. c'est ça? Donc c'est plus difficile à la fois d'y aller et d'en revenir. Je crois qu'on a deux problèmes ici. On a le problème des gens qui ont voulu partir, qui n'ont pas pu le faire, qui ont été empêchés et qui sont frustrés. Toute une série de gens qui ont été arrêtés en France ces derniers mois correspondent exactement à ce profil. Des gens très jeunes qui ont tenté d'aller en Syrie, qui ont été empêchés, qui sont frustrés, qui tentent de passer à l'action. Et la deuxième chose, ce sont effectivement les anciens condamnés qu'on commence à libérer par vagues. Et ça va entre la France et la Belgique, ça va concerner des centaines de personnes à l'arrivée, dont un certain nombre sont certainement amendés. Je ne discute pas de la bonne volonté de tout un chacun, mais dont certains, certainement, restent radicalisés. Et ces gens-là, je ne pense pas qu'on ait aujourd'hui les capacités, les systèmes qui permettent d'effectuer un suivi régulier, voire permanent. Et là, on a une double menace. Plus, effectivement, celle qui reste, même s'il est un point de mi-teinte aujourd'hui, des gens qui seraient envoyés ou qui auraient été envoyés par l'État islamique, parce que n'oublions pas qu'Abaoud, 2 jours avant sa mort, dit à la fameuse témoin Sonia: je suis entré en Europe avec 90 personnes. Les chiffres, on n'est pas obligé de le croire, mais les chiffres que j'ai vus dans différents services de renseignement en Europe, aux États-Unis, disent qu'entre plusieurs dizaines et quelques centaines, ce qui me semble très excessif, djihadistes seraient rentrés en Europe entre l'été et l'automne 2015 en vue de prévoir des attentats de la Peut-être dans le futur, c'est ce que vous dites. Voilà. Alors, je suis partagé entre deux sentiments, l'envie de vous revoir et puis l'envie de ne pas vous revoir pour qu'on ne parle plus de terrorisme, évidemment. Claude, écoutez, on verra. Malheureusement, En tout cas, je suis porteur de mauvaises nouvelles en général. merci en tout cas à vous.